Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange autour de l'actualité de la semaine. L'occasion peut-être de prendre un peu de hauteur face au tumulte de la vie politique qui n'en finit plus de s'agiter et peut-être de rebuter certains des plus motivés de nos concitoyens. Parmi les vrais sujets de préoccupation des Français, Michel, il y a bien sûr le pouvoir d'achat. Nous sommes à 10 jours pile de Noël et certains auront du mal à mettre des cadeaux sous le sapin en cette fin d'année. Qui se préoccupe vraiment des Français et de leur niveau de vie? On a l'impression que les intérêts des politiques n'ont plus rien à voir avec les intérêts des Français. Est-ce la chienlit, comme le général de Gaulle avait coutume de dire? On l'entendra expliquer à la fin de l'année 68 que l'essentiel des fractures françaises sont nées justement de mai 68. Vous décrypterez pour nous. Autre motif d'inquiétude, notre souveraineté nationale et alimentaire. La colère des agriculteurs ne faiblit pas alors que la France continue de dire qu'elle va s'opposer à la ratification du traité de libre-échange du Mercosur. De nombreuses actions ont été menées, notamment dans les supermarchés, dans la grande distribution. On entendra les réactions des uns et des autres. Le temps fort de ce week-end, c'est la visite du pape François en Corse, une première pour un souverain pontife. Il sera accueilli à Ajaccio par le cardinal Bustillo. Qu'est-ce que symbolise à vos yeux cette visite papale? Pourquoi a-t-il boudé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame? On a envie de vous entendre là-dessus, Michel. Enfin, la situation internationale, avec d'une part le conflit entre la Russie et l'Ukraine, attaqué il y a 2 ans par Vladimir Poutine. La rencontre Zelensky-Trump à Paris le week-end dernier, va-t-elle faire bouger les lignes? Le président Trump peut-il régler en 24 heures, comme il l'a promis, cette guerre effroyable qui a fait plus d'1 million de morts côté russe ou ukrainien? Et puis de l'autre, il y a la chute du dictateur Bachar al-Assad qui a fui en quelques heures la Syrie pour se réfugier à Moscou. Le boucher de Damas, responsable de la mort de centaines de milliers de ses compatriotes, laisse la place à un régime de djihadistes qui se disent modérés, mais qui veulent tout de même instaurer la charia. Est-ce que le djihadisme modéré existe à vos yeux? Vaste question, Michel Onfray. Et puis bien sûr, nous parlerons de notre compatriote Boualem Sansal, qui est détenu depuis 28 jours en Algérie, un otage du régime algérien. Pour vous, Michel, sa demande de remise en liberté a été rejetée. On l'évoquera bien sûr dans cette émission. Voilà pour le menu, mon cher Michel. On est parti pour 1 heure ? C'est parti. Allez, on commence par le pouvoir d'achat des Français. Préoccupation très concrète, mais en même temps très légitime. Comment boucler les fins de mois? On a le sentiment que la classe politique est complètement déconnectée des vrais sujets des Français. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Michel Onfray? Oui, parce que c'est la réalité. Souvenez-vous, et tous nos auditeurs s'en souviendront, il y a eu un début de gilet jaune à partir de ce moment-là de l'année, c'est-à-dire très exactement fin novembre, début décembre, quand un certain nombre de personnes, dont Jacqueline Moreau, que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais enfin, de personnes qui donnaient vraiment les raisons du mécontentement. C'était le prix du gasoil. Une des gilets jaunes, c'est ça, hein? Oui, on a dit qu'elle était à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Et puis on a entendu des gens qui nous disaient « Je travaille, je ne peux pas acheter de jouets à mes enfants. Je vais être obligé de demander à mes parents », c'est-à-dire ce sont les grands-parents qui achètent les jouets des enfants. C'est une humiliation terrible pour les gens. Quand vous travaillez, que d'autres qui ne travaillent pas ont des avantages divers et multiples, qu'ils ont des chèques, etc. Et puis là, des gens qui disent, nous, on n'a pas la dignité qui nous permettrait d'abord d'acheter des jouets à nos enfants, puis ensuite d'acheter peut-être un peu de foie gras, un peu de quoi faire un dîner festif, et qui prendront du mousseux et pas du champagne, qui auront des blocs de mauvais foie gras au lieu de vrais foie gras, etc. C'est ça la réalité de la vie des Français, de nombre de Français qui travaillent et qui ont des revenus trop modestes pour pouvoir simplement faire ce qu'on a envie que tout le monde puisse faire, que tous les Français puissent faire le soir de Noël, c'est-à-dire être en famille et rendre heureux les gens qu'on aime. Alors justement, on leur a posé la question. On va regarder les stratagèmes qu'ils mettent en place pour justement pouvoir faire plaisir à leurs proches le jour de Noël. Réaction. C'est un peu juste, mais on essaie de faire en sorte de faire plaisir à la famille. Et après, c'est pas forcément le prix qui compte, mais plus l'attention. Ça a été un peu compliqué, donc on va dire que je me suis organisé, il y a un mois et demi, pour mettre un peu de côté et essayer de limiter un peu les sorties, les choses comme ça, pour pouvoir mettre un peu plus pour Noël. Ouais. Le budget, ça va. En vrai, ouais, je vais pouvoir. On essaie de faire attention au budget, pas dépenser inutilement, et puis voilà, on fait avec ce qu'on a, quoi. J'ai pas suffisamment d'argent, mais je vais faire en sorte d'offrir un petit quelque chose à chacun. Restriction budgétaire, là. Ouais, l'inflation, l'ouverture de la société cette année, on nous aide pas trop, donc on fera en fonction des moyens de chacun et on essaiera de faire plaisir au maximum de personnes. Voilà pour ces Français interrogés par nos équipes. Il y a aussi le sentiment de la part de ces Français que la classe politique ne les écoute plus, que c'est terminé. Ils sont dans un autre monde. Ce sont 2 mondes différents.
Oui, ça fonctionne de manière autonome, la classe politique. C'est je veux être élu, quand je suis élu, je veux rester élu, je vais m'allier avec machin, puis avec bidule, je le déteste, mais il faut quand même qu'on sauve nos postes. Et puis il va y avoir les municipales, et puis il va y avoir les présidentielles. Dans quelle écurie est-ce que je dois aller? Est-ce que celui-ci, c'est le bon cheval? Je mise sur celui-ci ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont faire des alliances? Enfin, c'est à vomir quand on vient d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Ça me fait de la peine, moi, de voir des Français qu'on dira moyens. Moi, j'aime bien l'expression français moyen. C'est-à-dire, ce sont pas les gens totalement déclassés, ce sont pas les gens richissimes. Juste des gens qui disent j'ai prévu, il y a eu un petit budget, il y aura pas grand-chose, il y aura un petit cadeau pour chacun quand même. Enfin, ça me fait de la peine. On devrait pouvoir ce soir-là ne pas être obligé, même pas de casser les tirelires, ils n'ont pas de tirelires, mais d'être dans l'humiliation qui consiste à dire on fait rien, on vole pas, on pille pas, on fait pas de trafic de drogue. Quand on nous arrête, quand la police nous arrête, on s'arrête, on donne nos papiers et nous on se moque éperdument de nous. Et pendant ce temps-là, est-ce que machin va être élu, est-ce que c'est plutôt celui-ci, est-ce que c'est à vomir? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui se servent de la politique, et alors qu'ils devraient servir la politique. Normalement, quand on fait de la politique, c'est pas pour avoir un poste, c'est pour aider ces gens-là. C'est pour faire de telle sorte que ces gens-là n'aient pas à se dire j'ai mis, je sais pas, 3 € de côté de temps en temps pour pouvoir faire un cadeau à 3 personnes, il y aura 20 € en fin d'année. Enfin, c'est humiliant d'obliger les gens à faire ça. Michel Onfray, il y a aussi ce sentiment des Français que depuis 30 ans, quoi qu'il arrive, que c'est blanc bonnet ou bonnet blanc, que, évidemment, ce sont des Maastrichtiens, vous allez me dire, mais rien ne change en réalité. C'est la même politique qui est menée par tous, absolument. Évidemment, puisque c'est comme ça depuis 1992, traité de Maastricht, puis 2005, quand les Français ont dit, pardon, vous nous demandez avec un référendum, on vous répond, puis on dit, ah mais non, vous avez mal voté. En 2008, on leur a dit, vous allez l'avoir quand même. Et puis à chaque fois qu'il y a des élections, aussi bien présidentielles que intermédiaires, législatives, diverses et autres, les Français disent, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Et puis il y a même les gens qui ne vont même plus voter en disant, ça sert à rien. Ce qui fait beaucoup de monde. Ça fait des millions de gens. Et on dit à ces millions de gens, ah mais on continue. On va prendre les mêmes et on continue. De toute façon, on ne peut plus sortir du train maastrichtien. C'est fini. Donc quand on fait ça, mais bien sûr que c'est fini. Enfin, c'est fini. Le Brexit a eu lieu, un Frexit serait possible. Mais quel candidat défend ça? Personne. Il est mort sinon. Interdit de médias. Sauf sur CNews, probablement. Mais interdit de médias, interdit de services publics, interdit de parole, criminalisation de la parole, etc. On vous dit après, mais vous ne pesez rien du tout. Si vous ne pesez rien du tout, on ne vous invite pas. Si on ne vous invite pas, vous pèserez encore moins. Regardez Asselineau, par exemple. Il dit des choses... François Asselineau. Il est sur cette ligne-là. Regardez le traitement médiatique. Regardez quand on l'invite, les conditions de possibilité de l'invitation, quand on lui dit un tas de choses, on ne lui pose pas de questions concrètes. Et on dit, ça y est, maintenant, le temps est écoulé. Donc les gens qui nous disent, non, attendez, il y a un problème avec l'Europe. Et c'est cette Europe, on va reparler du Mercosur tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Nous n'avons plus la main. C'est ça être souverainiste, c'est dire reprenons. Philippe de Villiers. Oui, mais il a raison, Philippe, de dire ça, parce que quand Macron et les autres nous disent on va faire de telle sorte que on signera pas vraiment à l'État, je ne sais quoi, mais mon œil, ce sera du papier. Le jour où tout ça sera signé, Ursula von der Leyen ou celui ou celle qui la remplacera dira mais mon cher Emmanuel, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu le sais bien. De toute façon, il n'a même pas besoin qu'on lui dise. Il le sait. Il joue un double jeu, mais on lui dira tu n'as pas le choix. Tu sais bien que tu n'as pas le choix. Donc il fait semblant, d'un point de vue médiatique, verbal et sémantique, de dire ces choses-là parce que ça calme encore des gens. Ça a calmé nos amis agriculteurs, hélas, qui se sont fait avoir, parce qu'on leur dit, à Gabriel Attal, pour être même plus précis, ne massacrez pas votre salon de l'agriculture, rentrez chez vous, etc. Les paysans, c'est pas des fonctionnaires. Quand les vaches ne sont pas traites ou quand le travail n'est pas fait, il n'est pas fait. Donc on va pas se dire, on va faire 5 semaines de grève. Ils sont obligés de rentrer. On fait du télétravail. Ils rentrent, voilà, faire du télétravail pour traire les vaches, c'est assez difficile. Et donc il a obtenu que tout le monde rentre à la maison, et simplement, pendant ce temps-là, ils avançaient. Ce sont des cyniques, les gens qui sont au pouvoir, de droite et de gauche. Tous ceux qui défendent Maastricht, de droite ou de gauche, ce sont les mêmes. Et quand vous faites un paquet, dans la classe politique, c'est beaucoup de monde. Et les Séguins d'aujourd'hui, on les cherche. Alors, est-ce la chienlit, mon cher Ou les Michel Chevènements d'aujourd'hui. Oui, Chevènements aussi, Pardon, grand homme politique. On va écouter le général de Gaulle. C'est vous qui m'avez signalé cette archive que je ne connaissais pas. Ça se déroule fin 68. Écoutez comment il qualifie les événements de mai 68. Pour lui, c'est de là que vraiment naissent les fractures françaises. Écoutez. En somme, les immenses événements politiques, économiques, sociaux, qui depuis ont encore bouleversé le monde, la Deuxième Guerre générale, qui l'a déchiré de nouveau, les tensions et les conflits qui le troublent en ce moment même sont les conséquences directes
de la colossale révolution frayée alors par les armes et où la race humaine en vint à perdre l'équilibre qu'elle n'a pas jusqu'ici retrouvé. Voilà pour cette archive du général de Gaulle en 1968, après les événements de mai 68. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Comment vous analysez ce qu'il vient de dire, le général ? Alors, il nous faudrait mettre l'archive entière. On est obligé de tailler. Mais on est obligé. Ben oui. Mais en fait, dans ce qu'il nous dit, il parle de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième Guerre mondiale, puis de mai 68. Et il met ces trois choses-là en relation, en nous disant c'est la révolution des machines. Et il y a une pensée de la technique chez le général de Gaulle, contrairement à ce qu'on a pu dire, en disant c'est un militaire borné, étroit, un général qui ne pense pas, etc. C'est faux. Il y a plein de dimensions chez le général de Gaulle, notamment une dimension civilisationnelle. Et il y a la même chez André Malraux. Et quand il dit, mais à quoi bon aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider, il dit, mais c'est bien le progrès technique, mais pourquoi faire ? Et il a bien compris qu'on avait saigné la France en 1914-1918, qu'on a saigné la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on l'a humiliée avec la débâcle, qu'on l'a humiliée avec l'occupation, la France, et qu'il a fallu la reconstituer, et que tout ça a été terrible, et qu'on n'avait pas forcément besoin de mai 68, mais qui est de toute façon en relation avec ça. Mai 68, c'est pas juste une petite histoire, même pas franco-française, mais je dirais Saint-Germain-des-Prés, quartier latin, etc. Pas du tout. Dans les chaînes qu'on abat, Malraux dit, mais c'est une entreprise, c'est là que je l'ai appris, moi, quand j'ai lu ça il y a très longtemps, mais c'est une affaire universelle et occidentale. Ça a lieu au Japon, ça a lieu aux États-Unis, ça a lieu en Allemagne, ça a lieu dans plein d'autres endroits, l'Occident. Et c'est une crise occidentale, c'est une crise de civilisation qui nous dit la machine ne peut pas tout, elle est en train de prendre le pas sur tout. Et il invitait effectivement à trouver d'autres solutions que de descendre dans la rue en disant ça suffit. Oui, d'accord, on pouvait mettre le général de Gaulle à la porte, mais pourquoi faire ? Si c'était pour y amener assez rapidement Valéry Giscard d'Estaing, qui nous amenait à la fin de la France, une espèce d'Europe formidable avec le projet maastrichtien, et puis François Mitterrand qui, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, dit finalement c'est pas si mal que ça, Valéry Giscard d'Estaing, et nous sommes dans le giscardisme depuis. Macron, c'est un giscardien, c'est un maastrichtien, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que des anti-gaullistes. D'accord, mais ça veut dire qu'on peut remettre ça à 2024. Si on assistait au départ d'Emmanuel Macron, on basculerait dans quoi en fait, Michel Onfray ? Peut-être dans la possibilité de revenir à la Ve République, car là, la Ve République est bafouée, totalement. On n'appelle plus le peuple à donner son avis. Quand on lui demande son avis, on lui dit « on n'a rien à faire de votre avis ». Quand il s'agit de faire voter aux législatives et qu'il y a des chiffres qui parlent, on dit « les chiffres ont mal parlé » et c'est moi, chef de l'État, qui ai de toute façon été élu 2 fois, donc j'ai une légitimité, qui vais vous expliquer que puisque vous avez mal voté, moi je vais vous nommer quelqu'un qui ne vous plaira peut-être pas, mais c'est de toute façon nécessaire pour le destin de la France maastrichtienne. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Si on n'a pas un personnage qui a plus le sens de l'intérêt général et du bien public, c'est-à-dire qui retrouve l'esprit et la lettre de la Ve République, ça va continuer la chienlit, ça ne peut que continuer. Bon, Michel Onfray, on continue, on évoque notre souveraineté nationale, souveraineté alimentaire, à la lumière de la colère des agriculteurs. Ils étaient encore très présents cette semaine, ils annoncent encore des actions la semaine prochaine, non seulement pour dire non au Mercosur, mais globalement parce que les promesses qui leur ont été faites n'ont pas été tenues. On va écouter une petite séquence où il y a une altercation, et c'est toujours très douloureux de voir des forces de l'ordre qui s'en prennent aux agriculteurs quand ils font des choses illégales, parce que c'est le peuple en réalité qui s'affronte. Écoutez cette petite séquence où les agriculteurs tentent de vérifier le contenu d'un camion pour voir l'origine des produits, et notamment de la viande qui s'y trouve, et l'action des forces de l'ordre, un peu de tension dans l'air. Non, mais madame... Tranquille, non, mais me touche pas, c'est bon. C'est bon. Allez, on recule. Allez, on pousse doucement. Et on n'a rien dégradé, donc c'est bon. Et du saucisson, voyez, tout ça, ça va être livré en France, et avec des cochons à nourrir avec je ne sais quoi, piqué aux hormones, avec des antibiotiques, tout ce qui est interdit en France, vous voyez. Et après au champ, Leclerc, tout le monde le vend tranquillement. C'est une honte, quoi, c'est une honte de voir ça, quoi. Voilà pour ces agriculteurs en colère à Toulouse, lors d'une opération avec un camion. Ils ont raison, Michel Onfray. Oui, ils ont raison. Et je pense que la police souffre
Je ne veux pas parler pour la police. J'en suis certaine. Et je ne veux pas parler pour Bruno Retailleau non plus. Mais je pense qu'il doit souffrir aussi un peu, lui, qui est très opposé à tout ce qui est Maastricht, à toutes ces choses-là. Et il est là pour faire respecter l'ordre républicain. Et on voit bien que la gendarmerie et la police, ils sont aussi là pour faire respecter l'ordre républicain. Et que d'une certaine manière, se retrouver devant des gens qui disent des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, c'est difficile soit de les toucher physiquement, déjà, les interpeller, soit de leur dire de dégager, ou soit d'être encore plus violent, comme c'était le cas avec les Gilets jaunes. Il faudrait questionner la police. Et ce sont des gens souvent d'origine modeste. Police, gendarmes, pareil. Les gendarmes, la police et l'armée. Ce ne sont pas des gens qui habitaient dans les beaux quartiers de Paris pour faire Normal Sup, et puis pour faire une agrégation de philosophie, et ensuite éventuellement un doctorat d'ethnologie. C'est pas du tout cette sociologie-là. C'est une sociologie de gens simples. Pour moi, vous savez que c'est une vertu. Évidemment. Et qui ont... noble. Pardon ? C'est un noble mot. Bien sûr. Et comme fonctionnaire, c'est un noble mot, pas quand on leur fait faire des bêtises. Je veux dire, fonctionnaire, c'est être au service de l'État, c'est-à-dire au service des gens, donc au service du peuple. Je ne veux pas dire qu'ils vont mettre la crosse en l'air, mais je pourrais imaginer que si vraiment, enfin, on va pas faire de politique fiction, mais à un moment donné, où si Emmanuel Macron ne comprend pas qu'il lui faudrait véritablement, je ne parle même pas de son honneur, il est perdu depuis très longtemps, mais simplement pour l'intérêt de la nation, dire, on va revenir à des fondamentaux qui sont ceux de la Ve République, qui sont ceux de la République, même indépendamment de la Ve, on verrait probablement des étoiles briller dans les yeux d'un certain nombre de policiers, de gendarmes, de CRS qui sont là et qui doivent faire respecter l'ordre républicain. Pour revenir aux agriculteurs, on sait que la France peut théoriquement s'opposer à cette ratification du Mercosur, mais en réalité, ça va être très compliqué parce qu'il faut réunir un certain nombre de pays alliés et qu'il y a plus de pays qui sont favorables au traité du Mercosur que défavorables. Est-ce qu'on assiste, et vous l'avez souvent dit, à la fin de la paysannerie française? C'est ça qu'ils veulent au fond. Mais pour mettre en place quoi à la place? Des grandes exploitations qui répondraient aux diktats du marché mondial, Michel Onfray? Oui. Moi, je l'ai dit, je fais avec Véronique Le Floch un livre qui paraîtra en janvier. C'est mon soutien aux paysans. Le patron de la FNSEA est assez d'accord avec le Mercosur. Ça fait son affaire à lui, personnellement, qui est dans un business pas seulement national, mais international. Oui, c'est la duplicité des Maastrichtiens qui ne veulent pas dire comment ils avancent. C'est le cheval de Troie. Il y a un moment donné, le cheval de Troie s'ouvre, et puis vous avez les guerriers qui arrivent, et ils vont pas dire, de toute façon, c'est fini la paysannerie. De toute façon, c'est fini la France. De toute façon, c'est fini, etc., etc. Ils vont pas dire ça clairement. Donc, ils vont nous dire que il faut faire le nécessaire pour que la souveraineté, etc., enfin, les grands discours qu'on connaît très bien. Mais il y a une vraie duplicité. Je pense que ce qu'ils souhaitent, c'est de fait l'industrialisation de la paysannerie française. Donc, de dire, on va tuer les paysans les uns après les autres. Il y en a quand même un qui se suicide tous les jours. Et quand on aura détruit la paysannerie française, la paysannerie de la terre, je dirais, ça devient une espèce de pléonasme, mais c'est quand même sidérant, on aura une paysannerie de laboratoire. Et on aura des laboratoires dans lesquels on va fabriquer des légumes clonés, des viandes clonées. Donc on n'aura plus besoin d'assécher les terres, donc on aura plus, parce qu'on arrosera, on aura un peu besoin d'arroser. On n'aura plus de gaz d'échappement des animaux, parce qu'effectivement c'est ça qui trouve la couche d'ozone. Et puis on clonera des animaux. C'est ça le grand projet au fond pour vous? Oui, bien sûr. C'est pas de la science-fiction? Non, mais pas du tout. Mais tous ces gens qui sont actionnaires du Monde ou de Libération, faites le compte, ce sont des gens qui ont investi dans la viande cellulaire. Étonnant quand même. Hein, ces gens qui d'un côté... Peut-être l'avenir pour nourrir l'humanité, non? Oui, c'est tout à fait ce qu'ils disent. Vous savez, à chaque fois que vous voulez faire une saloperie, vous dites que c'est pour le bien des gens. Donc quand on commence à... Même Elon Musk, quand il s'en vient de nous faire l'éloge de Neuralink en nous disant on va pucer les gens, il ne va pas dire comme ça ce sera formidable parce qu'on pourra leur mettre dans le cerveau ce qu'on voudra qu'on y trouve, etc. Non, mais attendez, des paraplégiques vont pouvoir marcher, des tétraplégiques vont pouvoir marcher, ils vont pouvoir retrouver la parole. Vous êtes contre ça? Les gens disent ah ben non, finalement, bien sûr, c'est une bonne idée. Eh bien allons-y. Et puis les tétraplégiques qui retrouveront la marche, eh bien ça supposera des gens qui perdront l'intelligence. Oui. Parce qu'on redonnera la marche à des gens et on supprimera l'intelligence à d'autres en disant laissez faire Neuralink. C'est pas compliqué. Vous êtes de toute façon branché en permanence sur Wanadu ou sur Wikipédia. Ou sur Google. Ou sur Google. Et puis ça suffira. On n'avance pas en donnant un projet comme ça parce que les gens disent ah mais si c'est ça on n'en veut pas. Donc là on embobine. On tient un double discours, on est dans la duplicité, on est dans le cynisme absolu, on est dans le machiavélisme, et Macron est formidable pour ça. Et il nous dit, la paysannerie, il faut la défendre. Attal était le pire. Il a quasi enlevé sa chemise, enfin, son vêtement, là, il avait pris des engagements, la plupart ont été tenus, mais non, enfin, on a découvert la véritable nature de Gabriel Attal quand la passation de pouvoir s'est faite avec feu Michel Barnier, quand il a été dans genre, vous trouverez le dossier sur votre bureau. Et j'avais salué, moi, l'aspect old school de Michel Barnier, pas du tout sa politique. Il n'y a pas plus maastrichtien que
que lui, donc c'était pas mon homme. Mais cette façon d'être poli, courtois, pas arrogant, pas suffisant, pas prétentieux. Et puis, de pas être forcément s'il est dans un double langage, du moins d'envelopper, de savoir le faire en enveloppant. Bon, il suffisait juste de dire que lui aussi il enveloppait, et que c'était exactement la même politique, simplement qu'une génération de différence, ou 2 ou 3 générations, je ne sais pas compter sur ce terrain-là. Mais oui, les vrais objectifs, c'est la suppression de la paysannerie française, de la même manière que les vrais objectifs, c'est de laisser faire l'immigration. Quand on nous dit, oh là là, l'immigration, il va falloir... Mais pas du tout, ils veulent l'immigration. Ils veulent absolument que la fin du privilège blanc, pour le dire dans la langue de l'ennemi. Et en disant, faites venir tout ce monde-là, on va créoliser, c'est formidable. C'est l'idéologie libérale. C'est une utopie. Oui, le communisme est une utopie, un certain nombre en sont persuadés, sauf Alain Badiou et quelques autres, mais le libéralisme aussi est une utopie. La fameuse théorie du ruissellement dont il nous parle, Emmanuel Macron, enrichissez les riches, ça va aussi enrichir les pauvres. Non, pas du tout. C'est Marx qui a raison. Quand vous enrichissez les riches, vous appauvrissez les pauvres. Et vous avez de plus en plus... Non, les riches sont de moins en moins nombreux et de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Je parle de la planète entière, entendons-nous bien. Je ne parle pas de la France ou de l'Europe, qui n'a pas le même niveau de vie. Ce qui suppose un système de répartition, d'où ma gauche proudhonienne, qui suppose un système de répartition. Donc je suis pour les impôts, mais pas des impôts confiscatoires, pas des impôts qui iraient voir directement les gens dire « Ah, vous êtes riches, on vous prend tout », je ne sais quoi. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur l'événement du week-end, la visite du pape demain en Corse. On reviendra sur Notre-Dame de Paris. Je suis sûr que vous avez votre avis sur cette inauguration en grande pompe de la cathédrale. Et puis on parlera des grands sujets internationaux, la Syrie qui change de régime et bien sûr Boualem Sansal, dont nous réclamons la libération. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, l'événement de ce week-end, c'est bien sûr la visite du pape François en Corse, une semaine après la réouverture de Notre-Dame de Paris, à laquelle il n'a pas assisté, ça n'a échappé à personne. Pourquoi vient-il en Corse ? Eh bien, tout simplement à l'occasion d'un congrès sur la religiosité populaire en Méditerranée. C'est ça qui l'a en réalité attiré. Visiblement, il n'a pas l'attrait des grandes cérémonies et des mondanités et de la diplomatie. Il préfère aller au plus près, en Corse, là où la religiosité est populaire. On va juste écouter le cardinal Bustillo, qui le reçoit, évidemment. Et puis après, je serais très intéressée de savoir ce que vous pensez de cette visite du pape en Corse. Ici en Corse, il y a cette tradition. Peut-être le côté insulaire nous aide, mais l'Église apporte toujours ces traditions à la vie sociale. Les processions, quand on voit les églises de Corse, comme elles sont impressionnantes, elles sont bien soignées, elles sont belles. Donc l'Église a gardé sa dimension, pas simplement esthétique, mais sa dimension symbolique. L'Église rassemble. Michel Onfray, sur CNews et Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite du pape François ? Vous n'êtes pas vraiment un anticlérical, mais bon, vous êtes... Non, pas du tout. Athée, on va dire. Oui, je suis athée. Oui. Pas anticlérical, moi j'aime quand les curés sont des curés. Alors pourquoi il vient et pas en des Corse, boy scouts, quoi. Selon vous ? Ah bah parce qu'il est jésuite et qu'il envoie un certain nombre de messages à ceux qui veulent les décoder. C'est pas du tout le discours officiel. Il y a une feuille de route qui est donnée en disant mais il aime tellement les religions populaires de la Méditerranée, etc. C'est le prétexte, ça. Rappelez-vous qu'il est jésuite. C'est-à-dire les jésuites sont ceux qui sont proches du pouvoir et qui ont l'oreille du pouvoir. On conseille, on est très influents, etc. Et moi j'adore l'inverse, c'est-à-dire François d'Assise, qui est vraiment le pape des pauvres, le petit pape, le pape des petits, je dirais. Petit pape, non pas le saint des petits, disons-le plus précisément. Et donc, quand vous êtes jésuite et que vous choisissez le nom de François, vous dites un truc, mais normalement tout le monde devrait comprendre. Enfin, il faut un peu de culture religieuse, je dirais. Mais c'est-à-dire que vous choisissez très exactement l'ennemi. Vous choisissez celui François d'Assise, qui dit « Ah, l'Église, non, il faut refaire tout ça. » C'est Jésus qui chasse les marchands du temple, François. L'autre, il est dans le temple, il maintient le business, et il fait semblant de dire qu'il est en train d'être un marchand du temple. Moi, je préfère, j'ai quelques amis, je sais pas si je peux dire amis, parce que j'ai un respect pour eux, mais qui sont des prêtres traditionnalistes, disons-le comme ça, et au moins c'est clair. Je n'ai pas la foi, je ne crois pas en Dieu. Je veux dire qu'au moins, la religion, on sait ce que c'est, comment ça fonctionne, il y a la logique du mystère, il y a de la théologie, et les quelques amis prêtres que j'ai, on peut avoir des vraies conversations théologiques sur la question de l'Eucharistie, de la transsubstantiation, sur la question de l'arianisme, enfin, des conciles divers et multiples, etc. C'est pas exactement la même chose que ceux qui sont déguisés en Castelbajac, si je puis me permettre l'expression un peu du monde. On parlera de Notre-Dame après. Et qui jouent de la guitare comme Jésus revient, etc. Donc le pape, il est juste en train de nous dire, d'abord, il nous dit des
sottise historique. Quand il dit « je viens à Marseille, donc je ne viens pas en France », je viens en Corse, donc je ne viens pas en France, qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'aime pas le président Macron ? Je ne peux pas imaginer qu'il soit sot au point d'ignorer que Marseille fait partie de la France et que la Corse fait partie de la France. D'accord. Mais simplement, quand il le dit, il laisse croire que... il nous le dit en jésuite, il nous dit « je déteste la France ». Et alors, est-ce qu'il déteste la France parce qu'elle est la France ? Parce qu'elle est devenue, c'est-à-dire le LFI, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Macroniens, etc., ils ont voté pour l'IMG en disant « Ah, j'ai des raisons psychosociales de ne plus vouloir d'enfants. C'est plus mon projet. J'avais un projet, mais c'est plus un projet. » Et l'Assemblée nationale, que nos auditeurs aillent vérifier, parce que souvent les gens disent « Vous dites n'importe quoi ». Je dis « Allez vérifier, vous verrez, ça a été voté. » Et le Sénat a voté, lui, dans sa sagesse, a voté contre. Donc ça n'est pas devenu une loi. Sauf que le pape ne peut pas apprécier quelqu'un qui nous dit « Euthanasie, je la défends, entendons-nous bien, moi de mon côté. » Mais l'euthanasie, c'est Macron. L'interruption médicale de grossesse, c'est Macron. La constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, c'est Macron. L'affichage personnel d'Emmanuel Macron avec des gens avec lesquels on ne s'affiche pas, on peut le faire de manière privée, il n'y a rien à dire là-dessus, mais pas quand on est chef de l'État. Je pense que notre ami, le pape François, est plus soucieux de ça que de la religiosité méditerranéenne, avec ce qu'elle a de populaire et même de païen. Moi, j'aime assez ce catholicisme méditerranéen, parce qu'il laisse une grande place au paganisme. Je ne pense pas que ce soit vraiment la tasse de thé de notre ami le pape François. On suivra ce voyage, évidemment, sur nos antennes. Parlons quand même de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, ce joyau de l'art gothique, avec une cérémonie le samedi en présence de dizaines de chefs d'État, avec une messe le dimanche. On va juste écouter le président Macron qui a pris la parole dans la cathédrale en raison des conditions météo qui l'interdisaient à l'extérieur. Il a dit espérer un choc d'espérance. On l'écoute. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire, réaliser l'impossible. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix, fraternité universelle et entraide. Voilà pour le discours du président Macron. Non, il n'est pas le dieu Éole, ce n'est pas lui, Michel Onfray, qui décide s'il y a du vent ou pas du vent, concernant les conditions météo extérieures qui rendaient impossible, quand bien même le discours du président ou l'expression de la musique qu'on a entendue. Ouais. Bon, ok, je vous convainc pas, mais je le dis quand même, voilà. Oui, non, j'ai bien compris. Choc d'espérance. D'abord, moi, j'en peux plus de son cinéma, là, de son théâtre, de cette façon. C'est la guimauve, c'est le sirop, il fait ça avec Jean d'Ormesson. C'est bien écrit, quand même. Oui, mais c'est pas lui, justement. Quand c'est bien, c'est pas de lui. Quand c'est de lui, c'est pas bien. Mais bon, on peut imaginer que c'est bien écrit, mais félicitons la plume d'Emmanuel Macron, je sais pas qui elle est. Mais c'est même trop bien écrit, ça sent trop son Malraux, quoi. Il faudrait juste que quelqu'un lui dise, arrête de faire croire que t'es le général de Gaulle et que je dis un Malraux derrière toi. Mais les 5 ans, là, non, mais attendez, la prouesse des 5 ans, c'est quand même lui. Le général de Gaulle, il n'aurait pas dit « Oh, la météo me contraint à transgresser une loi millénaire ». Lui, c'est un transgresseur. C'est d'ailleurs ce qu'il caractérise. C'est ça qu'on le reconnaît, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'on lui a dit « Ah, mais jamais aucun roi de France, jamais aucun président... » Napoléon ? Oui, personne ne s'est autorisé ça. Lui, moi, je vais le faire. Je vais le faire 2 fois. Oui, mais il a fait 2 fois. Oui. Et justement, les gens Castelbajassé, là, qui étaient juste... Designer, c'est de l'art, Michel. Non, mais c'est de l'art. Mais il y a de l'art pompier dans l'art contemporain. Moi, je défends l'art contemporain, mais il y a des croûtes dans l'art contemporain. Faut pas imaginer que. Je suis pas d'accord. Parce que, alors, c'est pas tout l'art contemporain tout le temps, comme un certain nombre d'intégristes de l'art contemporain, ou jamais, comme certains intégristes de l'art classique. Il y a des chefs-d'œuvre. Par exemple, je songeais à Richard Texier, qui est un artiste que je connais un peu, pour lequel j'ai écrit des textes, et je me disais, mais qui aurait pu être vraiment un artiste? On va pas accabler les artistes qui ont été sollicités, mais c'est ce clergé-là qui a choisi cet artiste. C'est ce clergé qui a choisi ces objets. C'est ce clergé qui a choisi un tabernacle en forme de cercueil. Moi, j'y peux rien. Nous ne sommes pas d'accord. Oui, mais Richard Texier aurait fait... Parce que moi, j'aurais bien songé à mon ami Robert Combas, mais il fait beaucoup de femmes toutes nues avec des jolis seins, des jolies fesses. Je pense que c'était difficile à justifier. Mais je pense qu'un certain nombre de... Enfin, les curés dont je parlais tout à l'heure, traditionnalistes, n'auraient sûrement pas dit « la météo nous contraint à faire
à faire exception. Je vois que vous voudriez que j'arrête. Mais pas du tout. Je vous adore, c'est la météo qui nous contraint. Bien sûr que c'est pas la météo qui contraint. Le général de Gaulle aurait laissé son képi s'envoler par le vent, puis il aurait pris la parole dehors, sur le parvis. Car il aurait eu l'humilité de la fonction en disant il y a une séparation de l'Église et de l'État, il y a une supériorité du spirituel sur le temporel. Si on veut, Nicolas Sarkozy l'avait dit un temps sur la question du spirituel. Lui-même, Emmanuel Macron, l'a fait savoir. Je crois que c'était au Bernardin. Oui, mais comme il dit tout et n'importe quoi, il dit au Bernardin supériorité du spirituel sur le temporel, et là il dit supériorité du temporel qui est moi-même, Emmanuel Macron, sur tout le reste. Et je vous embête, vous ennuie, et j'y vais tout de même. Et je trouve que c'était pas à l'honneur du clergé français que de laisser faire ces deux transgressions. Écoutons un autre extrait. Là, c'est Monseigneur Ulrich qui ouvre les portes de la cathédrale. Vraiment, ça, c'était un temps fort pour le coup. En donnant 3 coups, écoutons et regardons cette séquence. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Voilà pour cette séquence extrêmement symbolique, les 3 coups qui évidemment symbolisent la Trinité. Ça, c'est un héritage millénaire pour le coup, Michel Onfray. Ouais, avec une crosse clignotante, formidable. Oui, mais bon, passons. Oui. Non, mais moi, je suis pour. J'ai adoré les cérémonies lors de la mort de la reine Elisabeth, mais parce que on obéit vraiment à une tradition, cette façon d'y obéir sans y obéir, tout en y obéissant, laissant faire les transgresseurs, etc. C'était pas à la hauteur. Je pense, oui, qu'on peut effectivement faire triompher cette tradition. Ça aurait pu avoir de la gueule, si je puis me permettre l'expression. Là, pas, quoi. On a vraiment l'impression que ça a été tourné comme Gladiator et que ça a été scénographié, qu'il y a des gens avec des oreillettes, que poum, 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 il y a des gens qui disent allez-y, etc. Oui. On sent la fake news. D'accord, mais il y a quand même le symbole. Pardonnez-moi, il y a cette cathédrale ressuscitée. On peut pas passer depuis... Il y a cette renaissance qui, moi, personnellement, me touche. Oui. Je comprends bien. Mais depuis Vatican II, on ne peut pas faire l'économie du sacré en disant on n'a plus besoin de la transcendance, on n'a plus besoin du sacré. Vive le curé qui joue de la guitare dans La vie est un long fleuve tranquille. Et puis après, on appelait quand même au sacré. Non, il ne faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on a fait l'économie du sacré, alors on invite Paul McCartney, et puis voilà. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons ceux qui étaient présents lors de cette inauguration de Notre-Dame de Paris, de nombreux chefs d'État étrangers, dont le président ukrainien Zelensky et Donald Trump. Les deux se sont rencontrés avant cette inauguration. Est-ce que Trump a le pouvoir de régler le conflit en Ukraine, comme il l'a dit, en 24 heures? Je mentionne d'ailleurs la revue, le dernier numéro de votre revue Front Populaire, consacré au choc des civilisations, dans lequel il y a un numéro sur l'Amérique, alliée de la France, point d'interrogation. Est-ce que là, d'abord, sur l'Ukraine, Trump a les moyens de faire stopper le conflit et d'engager les négociations? Bien sûr. N'importe quel chef des États-Unis a les moyens, puisque c'est lui qui fournit les armes. S'il dit « je fournis plus d'armes », c'est fini. Donc on dit si je ne donne plus d'armes et que vous ne voulez pas la paix, la Russie, elle prend la totalité de l'Ukraine et la fait régler. Vous ne pouvez pas vouloir ça, donc vous allez vouloir la paix. Et la paix, ça se négocie. C'est ainsi. Le monde n'est pas fait d'idées pures. Et donc, il faut faire des concessions de part et d'autre. Ça fait des années, moi je dis que ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, cette guerre. Mais comme Poutine a envahi il y a quelque temps... la Crimée aussi. Oui, absolument. Et comme les médias ont dit, là, ça commence tout de suite, ça y est, il y a des Russes en Ukraine, ça y est, ça démarre. Mais pas du tout. On les a humiliés, d'ailleurs, les Russes, notamment avec les accords de Minsk qu'on n'a pas respectés. Je veux dire, Hollande est en train de le dire publiquement. Madame Merkel fait une tournée en France avec le livre qu'elle est en train de faire pour expliquer que finalement, ils ont trahi et trompé Poutine, donc la Russie, en disant, ouais, non, c'est juste pour attendre de façon à pouvoir armer. Enfin, on ne peut pas se comporter comme ça. Il y a un moment donné où on dit, vous allez donner des choses, de la terre, je ne sais pas, des concessions, des choses. Est-ce que l'OTAN va pouvoir s'installer? Est-ce qu'on va pouvoir mettre des missiles ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une intégration de tout ou partie de l'Ukraine dans l'Europe maastrichtienne? Oui ou non? Tout ça se négocie, puis à un moment donné, on arrête la guerre.
Je rentre d'Israël, j'étais tout au bord de la bande de Gaza, j'ai vu des chars, j'ai vu des militaires, j'ai vu des choses comme ça. On ne peut pas vouloir la guerre, défendre la guerre. Je ne peux pas non plus dire qu'il ne la faut pas. Il y a des moments donnés où il faut qu'elle ait lieu, mais à un moment donné où aussi il faut commencer par se dire comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Et le chef de l'État américain peut très bien dire je ne vous donne plus d'armes, donc vous allez... Et puis d'ailleurs ça se passe très mal déjà sur le terrain. Donc tout le monde, pas forcément Poutine. Poutine lui a envie de 2 ou 3 choses. Simplement on n'est pas dans son cerveau, on ne sait pas ce que sont ces 2 ou 3 choses. Donc on se dit peut-être ça, ça c'est négociable, ça ne l'est pas, ça il faut voir. Pour ça il faut des chefs d'État, c'est-à-dire des gens qui soient capables de prendre en charge le pays, qui est le peuple derrière eux, et qu'ils puissent le faire. En France, nous n'avons personne qui réponde à cette obligation. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons la chute du dictateur Bachar al-Assad, qui a surpris tout le monde cette semaine. Après 50 ans d'un règne sanglant de la dynastie Assad, on parle de 500 000 morts, des millions de déplacés et réfugiés. Et c'est donc un leader islamiste, ancien d'Al-Qaïda, qui a pris le pouvoir avec l'approbation des Turcs et du président Erdogan. Il s'appelle Al-Julani. Écoutez les quelques mots qu'il a dit en prenant le pouvoir. Nous devons rendre à Damas son juste droit, lui rendre son droit en restaurant la dignité et la fierté de ses habitants et en la construisant dignement. Les opportunités nous sont offertes et les personnes qui ont émigré, qui ont demandé l'asile ou qui ont été déplacées doivent revenir. Tous ces gens doivent revenir pour que, main dans la main, nous puissions construire une nouvelle Syrie, si Dieu le veut. Voilà pour cet homme qui appelle donc les Syriens, la diaspora syrienne qui est répartie dans le monde entier à revenir. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut être un djihadiste modéré ? Est-ce qu'on peut appliquer une charia light, entre guillemets ? On sait comment ça se termine en général pour les femmes. Bien sûr, on sait que les révolutions font tomber des gens qu'on n'aime pas, mais qu'elles peuvent installer des gens qu'on aime moins encore. Le Shah d'Iran, c'est une chose, et l'ayatollah communiste, c'est autre chose. Donc il y a l'avers et le revers. Donc on se dit Bachar el-Assad est parti, on pourrait se contenter de ça. Dictateur sanguinaire, ça. Absolument. On pourrait se contenter de ça en se disant tant mieux. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la chute d'un tyran, ce soit l'émergence immédiate de la démocratie. C'est toujours la pensée de Bernard-Henri Lévy, par exemple, avec ou de ceux qui pensaient qu'il fallait attaquer l'Irak, qu'il fallait attaquer la Libye, etc. On fait tomber Saddam Hussein, et puis on a la démocratie. On fait tomber Kadhafi, et puis on a la démocratie. Non, ça se passe évidemment pas comme ça. On fait tomber un régime laïque, c'est plutôt ça, mon sujet, moi qui pense en termes de choc des civilisations, on fait tomber un régime laïque et on a un régime religieux. C'est-à-dire Saddam Hussein était laïque, Kadhafi était laïque, et Bachar el-Assad était laïque. Tyran, tous les trois, mais laïque. Donc c'est pas exactement la même chose. Puis d'abord, il n'y a pas de nation, il y a des tribus dans ces pays-là. Donc il faut gérer en fonction des tribus, pas en fonction des nations. Les nations, c'est une obsession jacobine française qui a été exportée à l'étranger en matière ça fait partie du lot colonialiste, mais ça marche avec des tribus. Et après, il se passe quoi ? Vous avez l'unité qui se fait par la religion. Et j'ai juste vu, je disais tout à l'heure que j'étais à l'aéroport il y a quelques jours, là, quand les choses sont arrivées, j'ai vu sur un bandeau défilant, il n'y avait pas de son, puisque c'était le triomphe de la nation islamique. Dit ce type qui ressemble à Fidel Castro, vous avez vu, c'est la vareuse, le machin, etc. Si c'est le triomphe de la nation islamique, on ne va pas faire des thèses là-dessus, c'est très clair. Voilà quelqu'un qui nous dit, c'est l'Oumma qui est prioritaire. Donc on nous a dit, l'Iran et l'axe Iran-Syrie, tout ça c'est terminé. Ils sont en train de négocier, les Iraniens. Et éventuellement, l'axe Poutine, tout ça c'est fini. Mais non, ils sont tous en train de négocier. Et ils vont reprendre langue, et quand ils ont repris langue, on aura peut-être, pour le coup, un régime islamique, l'équivalent d'un Iran, avec une frontière commune avec Israël, je le rappelle. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. Alors évidemment, Israël joue sa carte aussi. Ils ont avancé des troupes au Golan, ils ont bombardé toutes les infrastructures, en disant on bombarde les avions, on bombarde la marine, et puis on bombarde les infrastructures avec les armes chimiques et bactériologiques. Bon, tout ça a eu lieu, ça se fait dans une période de confusion. Je pense le nouveau chef d'État est en train de dire aux Syriens, revenez. Mais pourquoi faire ? On va voir, mais c'est sûrement pas pour installer un régime laïque où les femmes pourront avoir les cheveux libres, des jupes courtes, et s'inscrire à l'université, faire des études, devenir médecin, je ne sais quoi. Et puis d'autres peut-être dire qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pas le projet, c'est pas le projet du personnage en question. Michel Onfray, j'aimerais qu'on garde quelques instants pour parler de Boualem Sansal. Je sais que c'est un homme qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup, écrivain français toujours prisonnier en Algérie depuis la mi-novembre. Son avocat français a été empêché de se rendre à Alger. Il réclame sa remise en liberté qui a été rejetée. On va l'écouter, on va écouter cet avocat qui répond en fait à Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui avait estimé qu'elle trouvait que les propos de Boualem Sansal relevaient de l'extrême droite et du suprémacisme. Ça, c'était ses déclarations, tout en disant ce n'est pas un ange, même s'il n'a pas à être en prison. Ces déclarations ont beaucoup choqué. On va écouter l'avocat de Boualem Sansal lui répondre.
Je vais essayer d'être mesuré aussi. Ce qu'elle a dit après efface sa première proposition. Si, lorsqu'on veut faire libérer quelqu'un, on ne le fait pas de cette façon-là. La défense de la cause de sa libération mérite mieux que ces propos atténuateurs qui, évidemment, peuvent être reçus autrement. On la reçoit comme un obstacle parce que d'autres vont s'emparer de cette vision pour tenter de justifier l'injustifiable. Voilà pour Françoise Imret, qui est l'avocat de Boualem Sansal. Michel Onfray, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et des commentaires qu'on a pu entendre? Je ne sais pas combien de temps on va tolérer que des gens puissent, France Insoumise, Nouveau Front Populaire, écologistes, etc., passer les plats à tout l'islamo-gauchisme, à tout cet islam, cette façon de dire célébrons le régime algérien, où on enferme un Algérien qui est aussi français, je le rappelle. C'est comme les otages français qui sont toujours otages actuellement dans la bande de Gaza, qu'on oublie assez facilement. On les oublie. On a là 3 Franco de double nationalité, 2 Franco-israéliens, 1 Franco-algérien, Boualem est Franco-algérien. Et on a des gens cette femme, Madame Rousseau, qui nous dit il a bien mérité. Il l'a bien mérité, finalement, c'est pas un ange. Il n'a pas à être en prison. Oui, il n'a pas à être en prison, qu'elle évite les commentaires qui sont à côté. En disant, il n'a pas à être en prison, elle fait du Macron, mais en même temps, c'est pas un ange. Il a un peu cherché. Hein. Rendons hommage à Bernard-Henri Lévy. J'ai beaucoup dit ce qui me séparait de lui, et je peux dire ce qui me rapproche de lui. Il avait fait beaucoup pour Salman Rushdie, au moment où Salman Rushdie a eu cette fatwa. J'étais chez un auteur Grasset à l'époque et j'avais vu tout ce qu'il faisait et il se démenait pour ça. C'était l'époque où Jacques Chirac disait « il a bien cherché ». Ou un autre personnage qui s'appelait le Prince Charles, aujourd'hui roi d'Angleterre, qui disait aussi « il l'a bien cherché ». Qu'est-ce que c'est que cette façon de justifier des embastillements, le fait de mettre en prison des gens juste parce ce qu'ils pensent? Il fait pas. On a dit intelligence avec l'ennemi. Mais qui était l'ennemi? J'ai posé la question, qui est l'ennemi? Mais c'est Madame Rousseau qui fait de l'intelligence avec l'ennemi, là, pour le coup. Donc il faut se mobiliser pour la libération de Boualem Sansal. La France ne le fait pas assez, selon vous, Michel Onfray? C'est plutôt qu'on n'a aucun crédit. On a eu jadis une diplomatie digne de ce nom, avec des diplomates haut de gamme. M. Zimret, moi je l'ai rencontré, je crois, quand il était ambassadeur au Danemark. Je venais faire une conférence et j'ai beaucoup apprécié la personne. Et c'est un ambassadeur old school, c'est-à-dire intelligent, brillant, polyglotte, sur tous les terrains, il était cultivé, etc. Emmanuel Macron a détruit cette diplomatie française. Il a lui-même détruit la voix de la France. L'Algérie ne reconnaît que les rapports de force. Et depuis qu'il est au pouvoir, il nous fait savoir, avec Benjamin Stora, quelques-uns de ses conseillers, qu'on n'est rien, qu'on a fait des crimes contre l'humanité là-bas, on est nul, qu'il n'y a pas de culture française, qu'on demande pardon, etc. Bon, c'est bien que les gens là-bas disent oui, vous avez totalement raison. Et agenouillez-vous encore plus qu'on vous écrase la tête. Donc on n'a plus de diplomatie capable de négocier, on n'a pas de chef d'État crédible, et on n'a pas d'envoyé particulier. Qui on va pouvoir envoyer? Si on envoie quelqu'un, même qui serait quelqu'un digne de ce nom. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur. Oui, ou Jean-Pierre Chevènement. Mais ça veut dire qu'on n'a aucune chance de récupérer Boualem Sansal? C'est mal parti. Quand son avocat dit qu'on lui a refusé d'entrer sur le territoire algérien, qu'on lui a refusé de voir son client, qu'est-ce que fait la France? Alors, ils s'en sortent en disant, c'est un dossier très chaud, hein, donc on fait plein de choses, mais on ne peut pas vous le dire. Mon œil, ils ne font rien, ils ne peuvent rien faire. Vous pouvez faire des choses quand vous êtes respecté. Et vous êtes respecté quand vous êtes respectable. Si vous avez tout fait pour ne pas être respectable, vous n'êtes pas respecté. Donc on n'a personne pour négocier. Même quelqu'un qui serait respectable, j'ai donné le nom de Jean-Pierre Chevènement, qui ne m'en veuille pas, je ne vais pas le mettre dans l'embarras, mais des gens qui connaissent bien le monde arabe, qui sont des amis du monde arabe. Alors surtout pas des villepins, hein, mais je veux dire des gens qui sont susceptibles d'être crédibles sur ce sujet-là. Hubert Védrine, par exemple, on pourrait aller chercher des individus qui pourraient être les envoyés de la France. Mais si vous êtes l'envoyé de la France, vous êtes la France. Et l'Algérie traite par le mépris la France. Et là, pour le coup, elle a franco-algérien, je le rappelle. Il n'est pas seulement algérien. Il est d'ailleurs... il faudrait que Mme Rousseau sache que c'est pas parce que Valeurs Actuelles dit du bien de vous que vous êtes un fasciste ou que vous êtes invité sur CNews, que vous êtes un type d'extrême droite et que ça justifierait l'embastillement avec juste un petit truc du genre, enfin, ce serait bien qu'il soit libéré. Quoi. Bon, en tout cas, on réclamera jour après jour, comme on le fait pour les otages en Israël. J'espère qu'on réclamera peu pour qu'il soit libéré vite. Merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette très belle émission passée en votre compagnie. L'information continue sur CNews et sur Europe 1.